Oh. Merci, mais je n'ai encore rien fait. Bonsoir, je suis Pierre Keshkagian, je suis le directeur donc, de cette maison. Et bienvenue pour cette 12e saison que j'ai la chance et l'honneur de vous présenter. Une saison qui, comme d'habitude, s'annonce dense, complète, fascinante, époustouflante, exceptionnelle. Nous accueillerons une dizaine d'artistes sur la scène ce soir pour venir vous présenter leur spectacle. Merci à eux d'avoir fait le déplacement. Les absents nous ont envoyé des capsules vidéo avec, reconnaissons-le, pas mal d'imagination. Et merci à eux parce que c'est vraiment un exercice pas si simple que ça à réaliser. Merci aux représentants des différentes institutions et collectivités locales qui financent le théâtre d'être présents ce soir. Et je voudrais aussi excuser Céline Barr, notre adjointe au maire en charge de la chose culturelle, qui a une si jolie excuse pour ne pas être présente avec nous ce soir. La soirée de ce soir est diffusée en direct sur la télé de Lyon. C'est pour ça que vous avez des caméras un petit peu partout dans la salle ce soir. Et puis, vous avez une régie qui est derrière en coulisses. C'est très, très impressionnant. Alors, bonjour chez vous, téléspectateurs, je ne sais pas si on dit ça, téléspectateurs de la télé de Lyon. J'ai fait le choix cette année de remettre le spectaculaire au centre du plateau. Les grandes distributions que nous allons rencontrer ce soir sont là pour nous faire rêver, réfléchir et constater que les écrans ne peuvent pas gagner tant qu'il restera des humains éveillés et curieux de leur environnement. Évidemment, nous continuerons les voyages dans l'intime avec des propositions artistiques plus modestes, mais fortes des émotions qu'elles révèlent au plus profond de nous. Parce que, et bien évidemment, le théâtre, c'est la vie. Et la vie, c'est aussi l'actualité. Il n'aura échappé à personne qu'en 2024... que 2024 sera olympique. Nous ferons donc, nous aussi, un tour vers les univers sportifs, pas pour l'exploit physique, mais pour regarder de plus près ce que le spectacle sportif dit de nous, humains, et de notre époque. À propos de spectacle sportif, cette présentation de saison sera finie pour 20h30, ce qui nous laissera le temps de rejoindre le match d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby qui commence à 21h15. Il serait dommage de partir avant la fin parce que les artistes présents ce soir m'ont promis de nous faire un AK en clôture de soirée. Pour les artistes, je plaisante. Enfin, nous continuons à développer nos services pour vous aider à assister au spectacle dans les meilleures conditions. Deux exemples. Nous mettons en place pour la deuxième année une garderie pour les enfants de 3 à 12 ans. Alors, tous les détails en page 70 du programme. Et puis nous disposons désormais, dans nos 2 salles de théâtre, d'une boucle magnétique qui permet aux personnes malentendantes ou aux oreilles fatiguées de mieux entendre les spectacles. Je ne rentre pas là non plus dans les détails parce qu'ils sont un peu techniques, mais en tout cas, sachez que toutes les informations, Barbara et Tiffany pourront vous les transmettre à l'accueil. J'insiste uniquement pour vous dire que ce service se fait vraiment sur réservation, en nous informant à l'avance parce que ça demande des mises en route techniques. Et puis, je le précise, ce service est gratuit. Il me reste à vous dire que le buffet d'après-présentation de saison, pour ceux qui ne veulent pas aller voir le match de rugby, a été préparé par Gaëtan Guillain, qui est traiteur à Ougy, que les vins sont, comme tous les ans, offerts par le BIVB de Chablis, le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, et puis que la décoration est signée par Solène pour Hollande Fleur, notre fleuriste voisine. Merci à l'équipe du théâtre pour son engagement pour un service public de la culture accueillant. Je vous souhaite à tous à nouveau la bienvenue. Et comme je suis quelqu'un qui aime la tradition, traditionnellement, c'est Danielle Pancrazy, la présidente des Amis du Théâtre, qui ouvre les présences sur le plateau ce soir. Nous allons l'accueillir. Bonsoir Danielle. Je suis très heureuse de me retrouver sur cette scène, juste avant tous ces professionnels qui vont me succéder, car je suis en quelque sorte votre représentante à vous, public qui êtes venu ce soir, qui êtes là, installé dans cette salle, car je suis une spectatrice comme vous. Je suis seulement, en plus, la présidente de cette association qu'on appelle l'Association des Amis du Théâtre.
Cette association existe pour soutenir les actions du Théâtre d'Auxerre et pour organiser des manifestations gratuites ouvertes à tous. Alors, nous allons inaugurer cette saison théâtrale par les désormais rituels scènes d'automne. On vous a distribué des petits flyers à l'entrée, ça concerne les scènes d'automne. Peut-être vous n'avez pas eu le temps quand même de regarder, mais vous allez voir que c'est très intéressant. Ces scènes d'automne sont toujours organisées le dernier week-end de septembre. Et là, il s'agira de la 11e édition. Un peu extraordinaire, parce que 11e édition, ça veut dire que même pendant les temps du Covid, nous avions réussi à maintenir cette tradition. Donc, ces rencontres de théâtre amateur se dérouleront le samedi 23 et le dimanche 24 septembre au studio et dans la grande salle du théâtre. 4 compagnies auxerroises et 3 compagnies venues du Sénonais vous offriront leur spectacle. Vous pourrez donc vous offrir un marathon de spectacles au cours de ces 2 jours, et je dis bien offrir, car bien sûr tout ça, ce sera gratuit. Autre spécialité des amis du théâtre, les lectures apéritives. Elles sont données à 18h30, juste avant un spectacle, en apéritif à ce spectacle. Cette année, il y aura 3 lectures apéritives. Il y en aura une juste avant le spectacle Poésie Jazz, autour du grand poète portugais Pessoa. Une lecture qui évoquera d'autres célébrités portugaises. Ah, qui connaissez-vous comme célébrité portugaise? C'est la question que je me suis posée quand on s'est dit qu'on allait faire ce travail-là. Et tout à coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je connais? Et vous connaissez qui? Amalia Rodriguez, oui. Et qui d'autre encore? Ah, Ronaldo, bien sûr, incontournable. Et aussi Magellan, Vasco de Gama, Saramago, le prix Nobel de littérature. Et puis d'autres encore, que vous ne connaissez peut-être un peu moins et que vous pourrez découvrir au cours de cette lecture qu'on a appelée Étoile portugaise. Un peu plus tard, juste avant le spectacle La Mouette de Tchekhov, il y aura une lecture de nouvelles de ce même Tchekhov, qui fut un aussi exceptionnel dramaturge qu'il fut un exceptionnel novelliste. Enfin, juste avant le spectacle Libre Arbitre, dont on vous parlera sûrement ce soir, qui présentera cette incroyable championne de 800 mètres, cette africaine du Sud, Caster Semenya, eh bien nous évoquerons juste avant d'autres coureurs aussi valeureux, racontés par des auteurs tels Philippe Delerme, Paul Fondel ou Echnouz. Et puis, encore une autre facette des amis du théâtre. Avec nos amis de Cinémanie, nous continuerons à vous projeter des films selon la formule ciné-club, c'est-à-dire présentation puis discussion. Et 4 soirées sont prévues au cours de cette saison dans le cadre de Ciné au théâtre, dont une soirée absolument exceptionnelle, une soirée scandinave et fantastique avec projection de 2 films. Attention, cette année, changement d'horaire. L'année dernière, enfin toutes les années précédentes, les projections avaient lieu à 19h30 et là, on a resserré le temps, ça sera à 19h, notez bien ça. Si vous arrivez à 19h30, ça sera un peu dommage. Alors, outre le fantastique venu du Nord, nous vous proposerons une comédie délicieuse
un grand classique de la comédie, Noblesse oblige, avec Alec Guinness dans presque tous les rôles. Ne manquez pas ça, cette comédie de 1949, c'est quelque chose. On vous présentera aussi un film russe, Soleil trompeur, à l'atmosphère tchécovienne, sur fond de purge stalinienne. Vous avez compris qu'on vous présente des films en rapport avec des spectacles, et là vous avez deviné que c'est un film qui est en rapport avec la mouette de Tchekhov. Et enfin, vous allez comprendre aussi le lien, La solitude du coureur de fond, un classique du cinéma anglais des années 60. Voilà, ça c'est pour le programme de ciné au théâtre. Et puis, sachez que quand vous entrez au théâtre et qu'on vous offre à votre entrée la revue publique, sachez qu'elle a été rédigée par nos soins pour donner d'autres éclairages à des spectacles de la programmation ou pour vous donner envie de les découvrir. Alors, notre association, elle a été créée dès les débuts du théâtre, dès l'arrivée du premier directeur de théâtre à Auxerre, Jean-Luc Le Carpentier. Donc vous comprenez bien qu'elle a quelques décennies. Et elle connaît la même crise que toutes les associations. Et elle a besoin de renouvellement et de nouvelles énergies. Ce n'est sans doute plus très à la mode de donner de son temps pour défendre, comme ici, des entreprises culturelles. C'est donc un véritable appel que je lance à ceux qui hésiteraient encore un peu à nous rejoindre pour partager nos actions. Notre assemblée générale aura lieu le lundi 9 octobre. Venez donc nous rejoindre, nous vous accueillerons à bras ouverts. Et pour que les scènes d'automne, les lectures apéritives, le ciné au théâtre, notre revue publique continuent, nous avons besoin de votre soutien, pas seulement moral, mais votre soutien par votre adhésion. 14 € seulement. Avec en récompense, outre notre gratitude, je ne dis pas éternelle, mais en tout cas annuelle, des tarifs réduits sur vos billets de théâtre, ce qui n'est pas rien. Alors, je vous souhaite une bonne saison. À bientôt. Merci. Alors, cette saison, nous allons évidemment retrouver, à côté des spectacles, tous ce qu'on appelle les rendez-vous culture, vont défiler derrière moi. Il y a sept actions qui sont gratuites que nous développons avec nos différents partenaires. Daniel vient d'en parler de quelques-unes, notamment le ciné au théâtre, mais je voudrais aussi mettre un petit focus sur le bar à poèmes qui est porté par Alain Kévès et les éditions Rhubarbe. Aussi un musée. Cette année, nous accueillerons le musée Pierre Merlier et puis le muséum et le musée d'art et d'histoire d'Auxerre. Et puis, évidemment, nous continuons cette action qui se déroule toujours très bien et toujours très fréquentée, mais encore méconnue par beaucoup d'entre vous. C'est un midi au théâtre. Il s'agit de concerts, de petites propositions artistiques qui sont proposées gratuitement le midi sur le temps du déjeuner. C'est aussi en accès libre et sans prix d'entrée. Donc je le signale parce qu'on est comme dans une société où tout se paye et que d'avoir des vraies propositions artistiques offertes, c'est quand même à profiter. Et puis les midis au théâtre cette année, comme l'année passée, nous continuerons d'accueillir des professeurs du Conservatoire d'Auxerre pour aussi continuer à découvrir qu'ils ne sont pas que professeurs et pédagogues, mais qu'ils sont aussi et avant tout des artistes. Et puis nous aurons aussi 3 propositions dans la saison. Je vous laisserai les découvrir dans le programme pages 16 et 17 de mémoire. Mais je voudrais juste vous faire un petit focus sur Alchemia. C'est l'exposition qui est actuellement dans
dans le foyer bar, et chez notre voisine et amie hors cadre. Il suffit de traverser la rue pour voir la deuxième partie de l'exposition, puisqu'il s'agit d'une même et seule exposition autour de cette fleur qui s'appelle l'Alchemia. Et puis je ne vais pas vous en dire plus, parce que découvrir cette plante, une plante qu'on connaît tous, hein, elle est dans tous nos jardins, mais on n'en connaît pas forcément toutes les vertus et tous les secrets. Vous dire que le 15 septembre, il y aura le vernissage de cette exposition à 18h au théâtre et chez Orcadre, et qu'à cette occasion, nous aurons Cal Distortion qui viendra nous présenter un petit de set musical. Alors, Cal Distortion, c'est de la musique indienne et de la world electro. Voilà. Donc le 15 septembre à 18h, en entrée libre. Et puis viendra le 29 septembre, qui est le temps du premier spectacle de la saison. Il s'agit d'une petite fierté pour nous, parce que ce ne sera pas une petite chose que de l'accueillir sur notre scène. Le Chat du Rabbin, donc d'après la bande dessinée de Johann Sfar, par les Frivolités parisiennes, avec un orchestre qui est composé de 12 musiciens, 4 voix lyriques, 4 chanteurs, 3 hommes et une femme. Hasard de programmation, parce que c'était absolument pas volontaire, mais les deux des voix que vous allez entendre dans ce spectacle étaient des voix qui étaient présentes dans le spectacle The Voice Messenger au mois de mai dernier, spectacle qui avait clôturé la saison précédente. Voilà, on a des images faites par les Frivolités parisiennes. C'est une première création d'un spectacle musical sur le Chat du Rabbin, avec une composition originale, un livret original. L'idée du spectacle, en fait, c'était vraiment l'amour qu'on avait pour cette BD. Et le chat, ça nous apparaissait comme la meilleure matière pour parler de ce vivre ensemble, des croyances, des convictions et de la rencontre à l'autre. Le message que délivre ce Chat du Rabbin est très important, et Johann Sfar, c'est quelqu'un qui est encore impliqué politiquement, parce qu'il faut aussi beaucoup de caricatures, voilà, et dans la société dans laquelle on vit, c'est important d'avoir un regard éclairé et parfois un peu aiguisé. Dans le cœur des Casbah et les rumeurs Le voyage, en fait, je pense qu'on arrive vraiment dans un spectacle qui nous fait voyager par son ambiance sonore. Ces nouvelles sonorités qu'on apporte, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait aux Frivolités. Familial, parce qu'on peut venir en famille et que c'est familial dans la salle, mais ça sera aussi familial au plateau, parce que c'est un projet de la compagnie avec tous les gens qui ont participé depuis plusieurs années aux productions réunis sur ce projet. Non, c'est une bonne question. Il n'y aura pas de vrai chat sur scène. Il y aura un acteur qui incarne le chat. La question étant, comment incarner un chat? Vous le découvrirez. Préciser que les textes des chansons sont de Oldelaf. Ensuite, nous irons dans le domaine de l'humour et de l'absurde. Nous irons dans l'univers des Monty Python. Et je vais laisser à Fabien Joubert et à Patrice Thibault nous raconter le spectacle. C'est pas simple déjà au départ, alors si on peut avoir... Ou alors tu vas me dire... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Cette petite annonce, afin de vous donner rendez-vous le 5 octobre pour notre émission, en direct et en public, les chorales de sapeurs-pompiers ne chantent que très rarement des chansons ayant trait à Marcel Proust. Nous remercions d'ores et déjà la ville d'Auxerre de nous accueillir dans cette magnifique salle en présence d'un public qui nous a été annoncé comme étant chaleureux, vif, connaisseur,
cultivé, gourmand, félin. Enfin, en un mot, vraiment hyper cool. Cher public, vous retrouverez le 5 octobre nos rubriques tant attendues et habituelles. Votre courrier abondant est à ce titre déjà là pour en témoigner, à savoir nos fictions, nos reportages, nos interviews et nos invités mystères. Avant de nous retrouver le 5 octobre donc, sachez donc que ce soir à minuit, sur notre chaîne concurrente mais néanmoins amie BBC Two, vous pourrez assister à un débat auquel prendront part Derek Hart, évêque de Woolwich, et un homme nu. Ce débat portera sur la censure. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est maintenant l'heure de vous redonner rendez-vous pour notre émission en direct et en public le 5 octobre. Les chorales de sapeurs-pompiers ne chantent que très rarement des chansons ayant trait à Marcel Proust. À bientôt, donc, le 5 octobre. Ils sont très forts. Je vais demander à Rainer Sievert de me rejoindre. Rainer, vous le connaissez, il est déjà venu plusieurs fois sur notre plateau. Et cette fois-ci, cher Rainer, nous ne serons pas sur ce plateau, mais nous serons dans les villages, dans 5 villages autour d'Auxerre. On sera à Charbuy, à Poigny, à Écolives-Sainte-Camille, à Écaen et à Irancy, pour présenter la formule du bonheur. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette formule du bonheur ? Oui. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui l'ont déjà vue, parce qu'on l'a créée ici, quand même, au théâtre, il y a 7 ans. Donc moi, je suis très content de revenir, remontrer ce spectacle, vous montrer que le travail a évolué, vous montrer aussi qu'entre-temps, j'ai réussi à apprendre mon texte, parce qu'à l'époque, à la création, on avait quand même, à la lecture, on avait 4 heures de spectacle. Donc les copains, ils avaient dit non, on peut pas faire ça. On va pas faire ça. Donc on a commencé à couper dans le texte juste avant la première, et je me suis retrouvé à la première avec 2 heures de texte. C'est un peu moins, hein, c'est 1h45, mais à chaque fin de phrase, j'avais les bifurcations. Pop, 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 pop. Voilà. Entre-temps, ça va mieux. Donc le spectacle a voyagé 7 ans. 7 ans. Mais alors, ça veut dire que c'est un vieux spectacle sur un sujet d'actualité d'il y a 7 ans qui est un peu passé... Oui, c'est un spectacle historique quand même. Alors, parce que là, on parle, donc c'est toujours la même chose, on parle d'une reprise d'usine dans les Ardennes, les ateliers Thomé Génaud, qui ont été repris par un fonds d'investissement américain dans les années en 2003. Et sans vouloir spoiler, mais ces Américains, donc, c'était des escrocs. C'est des fameux patrons voyous de M. Sarkozy. Et donc, moi, je me suis renseigné en 2013, pendant 3 ans, sur cette affaire, parce que je me suis retrouvé dans le village avec la ruine industrielle à côté. Et j'ai travaillé 3 ans dessus. Et la chose est que dans le village, on me prenait pour un fou. Ils ne comprenaient pas très bien ce que je voulais. Ils avaient compris que leur histoire me touchait, mais ils ne comprenaient pas très bien pourquoi un acteur d'origine allemande voulait savoir des choses sur l'industrie et tout. Donc ils me parlaient très très gentiment. Ils me prenaient par la main, comme un petit débile, pour bien m'expliquer les choses. Ils avaient bien compris que je ne comprenais absolument rien dans cette histoire, ni économiquement, ni dans l'industrie automobile. Donc c'était une très très belle rencontre pour moi. Avec ce village et cette histoire. Et du coup, on en a quand même fait un spectacle qui est assez rock'n'roll. C'est l'occasion de parler du musicien qui t'accompagne. Oui, on est 3 sur scène, je ne suis pas tout seul, parce que là, comme ça, un spectacle sur une reprise d'usine qui n'a pas marché dans les Ardennes, c'est pas très sexy, hein, comme ça. C'est vrai, je me rends compte. Oui, c'est vrai.
Mais on est trois, hein. Je ne suis pas tout seul. Il y a un compositeur de génie, Manuel Langevin, et un guitariste de génie aussi, qui est avec moi, et Wilfried Schick, qui a fait la scénographie, et qui en raconte l'histoire à trois. Oui. Donc, du coup, cette reprise d'usine, par exemple, pour tous ceux, par exemple, qui savent comment ça marche, hein, les syndicalistes entre vous, les banquiers, c'est toujours une bonne chose de voir comment font les autres. C'est dans les détails que ça se joue. Hein. Pour tous ceux qui savent comment ça marche, ce genre d'affaires, on est parti dans les détails administratifs, juridiques. Donc pour les personnes qui savent comment ça marche, c'est une soirée de récréation. C'est super. C'est vraiment super. Et pour tous ceux qui ne savent pas du tout comment ça fonctionne, ce genre de reprise, c'est très édifiant. C'est très bien. Hein, on meurt un peu moins con. Sans vouloir me vanter. Hein. En tout cas, moi, oui, quand même. Entre-temps, je peux le raconter. Il n'y a pas le truc rouge là qui descend à certains moments. Non, normalement on avait calibré. Oui, bon, il y a le rugby quand même. Alors je vais quand même faire vite. Parce que dans les sets entre-temps, nous avons quand même joué dans la petite ville où ce drame industriel s'est déroulé. On n'a pas voulu créer chez eux. Donc on a créé ici, grâce à Pierre et à vous. On n'a pas voulu créer là-bas parce que c'est délicat. Donc on l'a fait en 2019, en janvier 2019, c'était le début de la tournée. On est resté 3-4 jours dans la ville. Et à notre arrivée, le mardi, on devait jouer le vendredi. Le directeur m'a pris dans le bureau et dit, il y a un problème. Il n'y a pas de réservation. Personne ne veut voir le spectacle sur la reprise d'Usine foirée. Et donc on a essayé donc tout le monde a paniqué. Tout le monde. Il y avait 6 réservations. Les 6 personnes, on les connaissait. C'était les personnes avec qui on a eu des contacts directs. Et personne ne voulait le voir. Ou en tout cas, personne voulait... Tout le monde avait peur. Nous, on était à peu près dans les clous. On savait ce qu'on ne racontait pas n'importe quoi. Et à l'époque, il y avait Monique et Michel Pinson-Charlot qui nous accompagnaient dans le travail, qui nous suivaient. C'est des sociologues qui ont travaillé sur la tribu des personnes très fortunées en France, c'est intéressant. Et Michel Pinson-Charlot, il vient de ce village. Donc j'ai appelé Monique parce qu'il voulait venir voir le spectacle là-bas. Je dis, Monique, il y a un problème. Il n'y a pas de spectateurs, ils ne veulent pas venir. Et apparemment, il n'y a pas de réservation. Et il dit, ah non, mais c'est très bien. Là, nous, on fait notre travail de sociologue. Ben oui. Si ça n'intéresse plus personne, ça veut dire quelque chose. Évidemment, on vient. Ils sont venus. Et le vendredi soir, la salle était pleine. Il y avait 250 personnes. Et après la deuxième phrase, les gens de Nous en Ville, ils avaient compris que les spectacles, au fond, n'étaient pas pour eux. Eux, ils avaient vécu l'histoire. Donc, ils ont compris que le spectacle, qu'on n'était pas là pour leur prendre la parole, pour leur piquer la parole, qu'on était là pour parler pour eux, pas parler à leur place. Et que ces spectacles, c'était plutôt quelque chose à jouer dans les villages, dans le reste de la France. Donc ils avaient vu que même à partir de la deuxième phrase, ils pouvaient accepter que quelqu'un d'autre leur raconte un des moments les plus douloureux de leur existence. En plus, un Allemand, donc dans les Ardennes, c'est toujours un peu délicat. Donc on a eu cette espèce de délicatesse ensemble, les spectateurs et nous, tous ensemble. Et oui, finalement, tout le monde a pu se détendre. Et c'était intéressant de voir à quel point donc, le récit prenait une force et à quel point les spectateurs ont réussi à accepter que quelqu'un d'autre raconte leur histoire, ce qui a permis aussi de voir sa propre histoire par d'autres yeux, et ça relativise pas la douleur, mais bon. Le directeur de l'usine, par exemple, il vient toujours nous voir. Quand il y a des spectacles, il me demande, parce qu'il n'a pas forcément besoin de voir le spectacle, mais il a besoin de voir comment les spectateurs regardent. Il a besoin de voir comment les spectateurs voient son traumatisme de directeur d'usine, parce qu'au fond, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'une PME française dans les années 2000, début 2000,
la délocalisation à fond, mondialisation à fond. Et dans ce sens-là, évidemment, notre spectacle est aussi intéressant parce qu'aujourd'hui, par exemple, on peut reparler d'une réindustrialisation de la France, par exemple. Et ce n'était pas le cas il y a 7 ans quand on l'a créé. Et aujourd'hui, c'est possible. Donc, c'était quoi la question ? Eh bien, on arrête là et ce sera visible donc dans l'Auxerrois à partir du 6 octobre. Oui, donc c'est ça. Et ça aussi, bizarrement, là, tout est gratuit. Apparemment. Ça aussi, c'est gratuit. Donc, vous pouvez venir voir 5 fois le spectacle. 5 fois reprise d'usine dans les Ardennes. Mais vous allez voir, hein, de toute façon, j'ai des amis qui viennent voir parce que ça leur fait du bien. La première fois, c'est un choc. Hein. Vous savez, waouh. La deuxième fois, c'est « Ah, je comprends ». Et la troisième fois, vraiment, c'est dégustation. Hein, c'est bien. Allez. Voilà, merci. Merci. Comme diraient les Monty Python, et maintenant tout à fait autre chose, puisque nous allons parler de l'emprise avec le texte de Marianne Ndiaye, Hilda, et nous avons quelques images du spectacle que nous pouvons découvrir. Je me suis laissé dire que vous avez une femme qui ferait mon affaire. J'espère que votre femme est disponible. Franck? Pourquoi ne dites-vous rien? Mon Dieu, Franck. Servez-moi un café. Non. Je vous en prie, Franck. Embrassez-moi. Ne m'offensez pas. Merci, non. Vous me regardez, mais c'est aussi Hilda que vous voyez puisqu'elle dépend de moi. Merci, non. J'aurai votre pouls, Franck. Et je ne vous dirai plus qu'une chose à propos d'Hilda. Je la garde. Merde alors. C'est ma femme. C'est la mienne. Tout à l'heure, j'ai mis Hilda entièrement nue. Force du texte de Marianne Ndiaye, mais aussi pour la performance d'actrice de Mélodie Pichot, qui est absolument extraordinaire. Je vais demander à Sébastien Lenz de me rejoindre. On va parler de l'enseignement de l'ignorance. Alors, ça va être délicat parce que je suis pratiquement sûr qu'il y a beaucoup de personnel de l'Éducation nationale dans la salle. Merci. Bonsoir. Et là, je te laisse. Hein, bon courage. Bonjour. Alors, tout d'abord, je suis très content de venir à Auxerre et je suis donc content d'être dans ce beau théâtre. Donc, vous aurez l'occasion de découvrir ce spectacle, L'enseignement de l'ignorance. On a déjà joué en fait ce spectacle dans une version un petit peu différente en 2018 au RADD, Rencontre auxerroise du développement durable. Voilà. Alors moi j'ai souhaité que ce spectacle soit repris parce que je crois que c'était il y a 7 ans, 6-7 ans, et que je crois que ce texte a vraiment besoin d'être entendu encore et encore. Voilà. Donc je crois que j'ai besoin de vous faire entendre ce texte de Jean-Claude Michéa. Voilà. En fait, pour ce qui concerne ce point précis, en fait, le besoin d'entendre ce texte, parce que a priori ça peut faire bizarre, ça peut vous faire bizarre d'entendre, mais pourquoi j'aurais besoin d'entendre ce texte? Je voulais vous demander si vous saviez, si vous rappeliez de l'année 2008, si vous vous souvenez qu'à l'époque on s'était tous serré les coudes pour arriver à sauver les banques. Et qu'on avait consacré à peu près 1700 milliards d'euros pour sauver les banques en Europe. Et donc je voulais vous remercier à tous d'avoir donc laissé passer ça, parce qu'aujourd'hui, donc les banques sont au plus haut sommet de l'État. Et surtout vous rappeler que, en fait, la Commission européenne a un organe qui s'appelle la Cour des comptes européenne. Et que cette Cour des comptes a chiffré à 1115 milliards d'euros la somme qu'il faudrait débourser pour sauver le climat. Sauver le climat, ça veut dire arriver à réduire les émissions de CO2 pour garantir nos objectifs. Voilà, donc une somme un peu moindre que celle qu'on a déboursée en 2008. Et vous étiez au courant, évidemment.
Pas forcément, effectivement. C'est-à-dire que, en fait, ce que je veux montrer dans l'enseignement de l'ignorance, c'est qu'on n'arrive plus aujourd'hui à mettre en concordance des faits qui pourtant sont très importants. Sauver le climat, c'est quelque chose qui serait évidemment très important. On risque de ne pas le faire, puisque malgré l'appel de la Cour des comptes européenne, on peut voir que personne ne va s'en occuper, en fait. Et c'est pour ça, c'est là que l'enseignement de l'ignorance intervient. C'est-à-dire, comment ça se fait que, entre nos autres personnels de l'éducation nationale, futurs ou passés, comment ça se fait qu'on n'arrive pas, en fait, à avoir de prise sur les choses? Pourtant, on a le savoir, on a la culture, on a la connaissance, et on n'y arrive pas. Moi, quand j'ai lu le livre de Jean-Claude Michéa, selon l'expression, je suis tombé de ma chaise. Parce que je me suis dit, c'est pas possible. Le capitalisme ne peut pas être arrivé à un point tel, à un point d'intimité tel qu'il draine nos cerveaux et qu'il empêche nos cerveaux de réfléchir. Et quand j'ai compris que c'était vrai, je me suis dit, il faut que j'en fasse un spectacle. Parce qu'il n'y a rien de plus important à montrer aux spectatrices, aux spectateurs, que ça. Que le fait que son propre cerveau soit déjà contrôlé, monnayé, acculturé par un mécanisme qui le dépasse largement, c'est-à-dire en opposition exacte avec la société des Lumières que nos ancêtres ont construite et qui font qu'aujourd'hui on se retrouve entre êtres éclairés dans ce théâtre. Voilà, donc du coup, comment faire un spectacle? C'est délicat de vous le dire puisque je préfère m'exprimer en tant qu'artiste, mais comme on est en présentation de saison, je vais remplir mon rôle et vous dire que j'ai essayé de mettre un peu toutes les formes, donc le jeu pur, le jeu en adresse, la musique, puisque je suis musicien au départ, la vidéo, et puis de la lecture projetée. Je me suis dit qu'il fallait mettre les spectatrices, les spectateurs dans ce désarroi-là. Qu'est-ce qu'on ressent quand on lit et qu'on est complètement tourneboulé? Voilà, je voulais vous montrer ça. Non, on ne va pas en dire plus. On ne va pas en dire plus. Ok. Bon, alors j'en dirai pas plus. On va en dire plus sur la dramaturgie, mais on peut en dire plus sur les deux comédiens qui sont au plateau. Comédien, comédienne. Fred Guittet, pour commencer. Fred Guittet. Alors Fred Guittet, vous l'avez déjà vu en 2020, si vous êtes venu juste après le tout premier confinement. Il a joué dans le local technique. La cour technique, oui. Juste derrière le théâtre. Et il a joué la pièce que j'ai écrite qui s'appelle L'homme seul, qui parle de témoignages d'exclus de la ville de Lyon. Voilà, c'est un comédien extraordinaire. Et puis... Elena Vautrin, c'est une comédienne amédionnaise qui est également danseuse et chanteuse. Et c'est quelqu'un qui prend à cœur ses rôles à tel point qu'elle remplit le plateau, en fait. Elle remplit le plateau, elle prend les gens avec elle, et c'est assez phénoménal. Merci. Voilà. Merci. Merci. On va accueillir maintenant Pascal Tocatlian qui va venir nous présenter l'effacement. Alors, le temps que Pascal arrive, je vais juste lui souhaiter un bon anniversaire, puisqu'aujourd'hui c'est son anniversaire. J'aurai 40 ans. Alors. Voilà, un spectacle qui n'est pas encore créé, qui sera produit à Chalon-sur-Saône début novembre. Oui. Le 8. Le 8 novembre. 8, 9, 10, voilà. Je vais être beaucoup plus court que mes collègues. Je tiens à remercier Rainer parce qu'on a loupé la première mi-temps. Voilà. Je te remercie aussi parce que j'avais prévu de faire un AK et puis finalement on m'en a dissuadé, donc voilà, tu m'as gâché mon entrée en matière. Voilà, non, ce que je voulais dire, c'est que je trouve le texte qui est écrit dans le programme assez formidable. J'aurais même souhaité que ce soit cette personne qui vienne le présenter. Peut-être qu'il a déjà vu le spectacle, qui n'est pas créé.
Alors, va savoir, mais c'est vrai qu'il est très fort. Auquel cas, il pourra peut-être me donner des renseignements. Donc, tu parles de l'auteur du programme de saison, qui s'appelle Guillaume Schmitt, et qui écrit tous nos textes de présentation des spectacles. Et on était assez d'accord pour dire qu'il est... Depuis une dizaine d'années, mais c'est vrai qu'il est très fort. Oui, on est d'accord. C'est pour ça qu'on continue à travailler avec lui, d'ailleurs. Il a des dons de magicien ou pas du tout? Non? Bon. En tous les cas, ce que je voulais dire, c'est que, pour être un petit peu plus sérieux, ce que je voulais dire, c'est que accompagner quelqu'un qui a Alzheimer, c'est avoir de la mémoire pour deux. Je m'explique. C'est aussi parce que le fils, ça raconte, comme vous avez pu le lire dans le programme, que c'est un fils qui revient après des années d'absence auprès de sa mère. Il vient d'apprendre qu'elle a un Alzheimer. Et donc c'est par le fait de lui raconter son histoire, l'histoire de la mère, que lui va retrouver sa mémoire aussi. La mémoire de cette famille, ce qu'il a pu vivre, les moments chouettes, les moments moins chouettes. Voilà, je dirais que ça raconte le trajet d'un homme aussi, son origine sociale, d'où il est parti, d'où il s'est extrait. Donc voilà. J'ai pas envie de dire que c'est une autobiographie, parce que j'ai entendu une émission à la radio qui disait que les souvenirs autobiographiques étaient souvent inventés. Alors effectivement, tout est inventé, à part ce qui est vrai. Et peut-être que tout est vrai, à part ce qui est inventé. Donc voilà, ça c'est la première chose. Ce que je voulais dire aussi, c'est que la forme du spectacle qui se définit, qui est en train de se définir, parce que nous le répétons, c'est que tout va être avoué. C'est-à-dire que le spectacle va avancer, alors comme toujours. N'oubliez pas de rallumer vos portables. Le spectacle va avancer et il va se faire donc avec mes collaborateurs qui vont être aussi présents au plateau, mais de façon avouée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir chercher l'espace, se dire tiens, est-ce que les choses étaient à cet endroit-là? C'est aussi dans l'énergie de la reconstitution pour le fils de revenir sur son passé. Et donc il y a aussi des choses qu'il a oubliées. Donc voilà, tout ça pour citer mes collaborateurs qui sont aussi des accompagnants et qui seront aussi présents au plateau. Donc ça aussi c'est dit. Oui, je voudrais aussi dire que si c'était juste pour raconter ma petite histoire, ça n'aura aucun intérêt. Vraiment pas. Ce qui me semble le plus important, c'est d'arriver à toucher chacun à son endroit, que chacun puisse faire sienne cette histoire. Donc, alors, je ne sais pas si c'est un concept schopenhauerien, pour dire parler de soi profondément pour parler des autres. Universalité voilà. Ce sont des grands mots, j'espère que ce sera plus simple sur le plateau. Voilà, que j'ai à peu près tout dit. Ah oui, on me dit aussi de préciser que ce n'est pas un spectacle plombant. Et c'est signé Pierre K. Je ne sais pas qui est cette personne. En tous les cas, qui qu'elle soit, je la remercie, ainsi que l'équipe du Théâtre d'Auxerre, parce qu'ils supportent nos projets au plus haut qu'ils peuvent. Donc voilà, pour ça, merci. J'espère au 14 novembre. Bonne soirée. Merci. Et bon anniversaire. Et bon anniversaire. À nouveau, tout à fait autre chose avec le dîner chez les Français. C'est le retour de Léo Cohen-Paperman, qui a été longtemps résident au sein de notre théâtre. Et il devait être avec nous ce soir, mais il va vous expliquer pourquoi il n'est pas avec nous ce soir. Et voilà, il nous a fait une petite vidéo qui est bien plus complète que tout ce que je pourrais vous raconter. Cher public auxerrois, bonjour. Je suis Léo Cohen-Paperman et je suis vraiment ravi de vous retrouver pour ce spectacle, Le dîner chez les Français de Valéry Giscard d'Estaing. Alors, je dis vous retrouver parce que j'ai été artiste associé du Théâtre d'Auxerre pendant 3 ans, de 2016 à 2019, et ça a été 3 années fondatrices et importantes pour moi. Donc, Le dîner chez les Français de Valéry Giscard d'Estaing
et le 3e épisode de ma série théâtrale 8 rois, nos présidents, dont l'objectif est de faire le portrait des 8 présidents de la Ve République, de Charles de Gaulle à Emmanuel Macron. Et la particularité de cette série, c'est que chaque président aura un style, un genre théâtral différent. Par exemple, de Gaulle, ce sera de l'opéra, Sarkozy du one-man show, Pompidou un film, Hollande du clown, Macron de l'art numérique. Voilà, chaque président a un style théâtral pour traduire une incarnation du pouvoir. Ce qu'on va venir jouer à Auxerre comme épisode, c'est le 3e qui s'appelle donc Le dîner chez les Français de Valéry Giscard d'Estaing et qui raconte, comme son titre l'indique, l'histoire d'une famille qui reçoit le président Giscard à dîner pour un repas qui va durer 7 ans. Parce que vous savez que Giscard s'invitait chez les familles françaises pour être en contact avec les vrais gens. Voilà, pour que le roi soit en contact avec les vrais gens. Et alors, ce spectacle, ce sera vraiment la métaphore du mandat de Giscard. C'est-à-dire, imaginez un dîner avec un invité de marque que vous recevez chez vous et que vous attendez, que vous espérez très fort. Un dîner qui va très bien se passer au début et puis qui, au fur et à mesure, va devenir un peu ennuyeux et surtout va se finir en capilotade totale, en bérésina. Vous allez chasser l'invité de chez vous et il va s'en aller en vous disant au revoir. Alors là, c'est à moi de vous dire au revoir et je vous revois en novembre 23. J'aurais vraiment beaucoup aimé être avec vous pour cette belle présentation de saison, mais en ce moment, je joue l'épisode sur Chirac, qui est le premier épisode de la série, La vie et la mort de Jacques Chirac, roi des Français, à New York, où je suis actuellement. Et donc, je vous dis, cher public auxerrois, au revoir. C'est plutôt classe. La vidéo est arrivée ce matin et pour ceux qui connaissent, c'est pris de sous le pont de Brooklyn. Sous le pont de Brooklyn. Donc voilà, je trouvais ça plutôt sympa. Ensuite, on ira dans la poésie de Pessoa avec Frédéric Pierrot comme lecteur, accompagné de Claude Tamichian et de Christophe Marguer. On a aussi quelques images. Vivre, c'est être un autre. Et sentir n'est pas possible si l'on sent aujourd'hui comme l'on a senti hier. Sentir aujourd'hui la même chose qu'hier, cela n'est pas sentir, c'est se souvenir aujourd'hui de ce qu'on a ressenti hier. C'est être aujourd'hui le vivant cadavre de ce que fut hier la vie désormais perdue. C'est un spectacle d'amoureux du jazz avant d'être un spectacle de poésie, bien qu'évidemment le texte de Pessoa est très 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 présent. Je vais accueillir Louise Lévesque. Louise Lévesque qui est notre nouvelle artiste résidente au Théâtre d'Auxerre pour le théâtre. Elle a la lourde tâche de succéder à Sébastien Valigna qui nous faisait tant rire. Et moi, je ne suis pas drôle du tout, je suis désolée. D'abord, merci beaucoup à Pierre et à toute l'équipe du théâtre d'accepter de me supporter pendant 3 ans. Bon courage à vous aussi. Cette année, je vais... En fait, je n'avais pas fini ma présentation. Oh, pardon, excuse-moi. En fait, je voulais juste dire que Louise fait partie de ces artistes qui arrivent un jour dans mon bureau avec des idées qui sont complètement folles. Et comme elle m'était sympathique, je lui disais, écoute, oui, vas-y, prends une salle si tu veux, travaille un petit peu sur ton truc, et puis tu montreras ce que ça donnera. En fait, sans y croire absolument une seconde, puisque ce qu'elle me présentait, c'était d'avoir écrit un texte qui était basé que sur des questions. Oui, et je me souviens quand tu as forcé à venir voir une lecture du texte, et que tu es descendu dans ton bureau, quelque chose comme 4 minutes et demie, et que tu es remonté en disant que tu étais partenaire du spectacle. Donc j'avais raison. Voilà. Voilà, et c'est bien pour ça que tu es avec nous pendant 3 ans. Donc oui, effectivement, ce spectacle qui s'appelle « Ou une histoire des années 15 à 20 », c'est un projet que j'ai commencé en 2015, et l'idée, c'était
que pendant 1 heure, 1 heure et quart, on ne sait pas encore exactement en a création, 3 femmes vous posent des questions. Le texte ne sera composé que de ces questions qu'elles vous poseront. Ces 3 femmes, elles ont 3 âges très différents. On a une adolescente qui a entre 15 et 20 ans, une trentenaire et une femme âgée qui avait entre 75 ans et 80 ans. Et ces questions, en fait, on les a collectées en ayant une sorte de journal intime. Chaque journée, on notait toutes les questions qu'on nous avait posées. Et vrai de vrai, la première question qu'on m'a posée à moi le 1er janvier 2015, où on a commencé, c'était « Est-ce que tu m'aimes ?» Et puis après, on m'a demandé si j'avais la carte du magasin. Voilà. Et on a découvert à ce moment-là qu'on ne posait pas du tout les mêmes questions à une femme, une jeune femme de 15 ans. T'as du bédo ou à une femme de 30 ans dont on imagine qu'elle devrait être enceinte. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu bois pas de vin? Et à une femme âgée qui, elle, a une vie tout à fait différente. Et on a écrit une sorte de saga féminine constituée de naissance, de chagrin d'amour, de rupture tragique et terriblement douloureuse, de deuil, de maladie. En fait, toutes ces choses que les femmes traversent en France de nos jours, enfin tous ces moments tout petits et essentiels, ou ces moments immenses dont on pense qu'ils sont très uniques, comme par exemple donner naissance à un enfant, on a l'impression d'être la seule femme sur Terre à l'avoir fait. Voilà, et ça s'appelle une histoire des années 15 à 20 parce qu'on a aussi collecté les phrases qu'on trouvait, les questions qu'on trouvait dans la presse et dans les médias, sur les réseaux sociaux. Et par exemple, une des questions de 2015, mais en fait, c'est qui Charlie? Et ce qu'on aurait dit avec autant d'entrain, je suis Figaro. Voilà, on a toutes ces questions-là aussi, donc l'élection d'Emmanuel Macron, les gilets jaunes, jusqu'à ces questions géniales du confinement. Mais en fait, on est quel jour? Voilà, donc ça raconte toute cette histoire. Et je voulais juste pour conclure, il se trouve que j'ai lu une femme géniale cet été qui s'appelle Michèle Perrault, une historienne de l'histoire des femmes. Enfin, je veux dire, c'est la pionnière. Et elle conclut un livre hyper important. En fait, elle raconte que l'histoire des femmes, les femmes ont toujours été exclues, enfin toujours de moins en moins évidemment, mais de l'histoire politique. Donc l'histoire des femmes, c'est beaucoup fait dans la vie intime. Nous, il se trouve que c'est ce qu'on a fabriqué avec ces questions. Quelle est la vie intime des femmes dans la société française ? Et effectivement, l'histoire des femmes, c'est écrite comme ça parce qu'il n'y avait pas le choix. On ne trouvait pas les femmes dans la presse, on les trouvait dans des journaux intimes qu'elles gardaient chez elles dans leur grenier et qu'elles cachaient. Et à la fin de son introduction dans ce livre, elle dit voilà les questions qui m'ont intéressée toute ma vie. Femmes, qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Et quel fut notre chemin en ce monde? Et elle conclut en disant vous nous entendez? Voilà. Merci Louise. Les 6 et 7 décembre. Ensuite, on va voyager, on va partir en Guinée avec Yé par le Circus Baobab. Ce sont des acrobates danseurs. C'est un spectacle de cirque sans agrès, mais vous allez voir, il y a une grande partie chorégraphique qui est magnifique. Ils sont très au plateau et ils seront en étape à Auxerre, donc le 13 janvier, avant d'être présentés au Cirque international du Cirque de Monte-Carlo. Ils sont visibles à l'affiche à Paris en ce moment et ils étaient aussi à Avignon cet été. Voilà, on a quelques images.
Voilà, très impressionnant. Je vais demander à Clément Bertani de me rejoindre. Bonsoir Clément, on ne s'est pas encore vu, alors j'avais un doute sur ta présence. Bonsoir. Tu vas bien? Pour un autre spectacle qui est en cours de production, qui sera créé début novembre. Début novembre, hein, c'est ça. Pour Julia. Alors, Julia, d'après George Orwell, je te laisse dire. Bonsoir à toutes et à tous. Déjà, je suis très heureux d'être ici, de revenir ici, parce qu'on est venu répéter ici en avril. Le spectacle est encore en répétition. Et d'ailleurs, merci, parce que le théâtre d'Auxerre est un des premiers coproducteurs, enfin, t'es le premier à nous avoir fait confiance, en fait. Donc, c'est chouette et on est très impatient de venir vous le présenter. Voilà. Je voulais dire. Je parle du spectacle. Oui, on parle du Alors, donc Julia, c'est une très très libre adaptation du roman de George Orwell, 1984. 1984, en gros, c'est une dystopie. C'est l'histoire d'un pays qui est tombé sous le joug d'un régime totalitaire suite à une guerre nucléaire, et l'ensemble de la population y est sous surveillance permanente par des télécrans, une sorte de caméras et des micros qui sont implantés partout. Des grandes affiches du visage du dictateur sont placardées partout sous le slogan Big Brother vous regarde, que peut-être vous connaissez. Voilà, juste je voulais en fait vous parler, je me suis dit que j'allais vous parler de pourquoi on a fait ce spectacle, ça va pas prendre beaucoup de temps. En fait, en 2020, le président de la République a annoncé le confinement total de la population. Et à ce moment-là, avec le collectif, on avait la direction du théâtre universitaire de Tours. Et avec ce théâtre universitaire, on devait mettre en scène des spectacles avec une troupe étudiante. Et dans ce climat d'attestation, de sortie, de couvre-feu, d'arrestation, tout ça, on s'est dit, tiens, pourquoi pas leur proposer d'adapter 1984 d'Orwell, comme ça, quoi. Donc on leur a proposé ça, sauf qu'à la rentrée, les portes de la fac sont fermées, les étudiants ont interdiction de sortir de chez eux, de se rassembler, de se toucher, de s'embrasser, de faire la fête. Bref, donc on décide tous ensemble avec eux de se rejoindre quand même, secrètement et clandestinement, dans le 2e sous-sol de la fac, qui est un ancien parking désaffecté. C'est pas très clean, un peu plein d'amiante et tout, mais c'était la seule solution de se retrouver, et je peux vous assurer qu'ils en avaient vraiment aussi besoin, autant que nous. Donc on l'a fait, pendant des mois on s'est rassemblés dans ce parking secrètement pour être ensemble, travailler, parler et faire un spectacle qu'on a fini par faire. Et un jour, pendant une improvisation, une étudiante a crié cette phrase dans le parking, notre orgasme est un cri politique. Et en fait, avec les copains du collectif et les copines du collectif, on s'est dit, bon, en fait, il faut que maintenant, nous aussi, on fasse un spectacle de ça. Tout le monde avait besoin de danser, tout le monde avait besoin de se faire du bien, et on s'est dit, tiens, est-ce qu'on mettrait pas le texte d'Orwell et toutes ces mises en garde qui nous ont paru vraiment essentielles de faire réentendre aujourd'hui, de les mettre dans l'écrin d'un concert électro-clandestin. Donc voilà, on a adapté ce roman, on est en train d'adapter ce roman comme ça. Donc Julia, en fait, on l'a pensé dans sa fabrication comme un film sonore. Je dis un film parce qu'il est construit avec des flashbacks de lumière, de son, mais c'est vraiment un spectacle qui pourrait s'écouter qu'à l'oreille. On en fait un album aussi à part. Je profite juste pour que tu nous parles justement de la musicienne qui vous accompagne. Ouais, tu veux le faire? Non, vas-y. J'allais y venir, mais voilà. Oui, donc il y a 3 personnages. Enfin, nous, on a gardé que 3 personnages du roman. Winston Smith, qui est un employé lambda. O'Brien, qui est le représentant du pouvoir de la dictature en place et qui est un bourreau aussi. Et Julia, qui est une dissidente politique et une musicienne dans notre histoire, ce qui n'est pas le cas dans le roman. Et donc cette Julia, on a proposé à Romane Santarelli, qui est une jeune musicienne, compositrice et productrice de musique électro, vraiment formidable, que vous avez peut-être pu, certains et certaines d'entre vous, découvrir au Catalpa
C'est ça. cet Elle est été. passée dans la programmation du samedi soir, dans la dernière édition du Catalpa. Voilà, à qui on a demandé d'inventer tout l'univers sonore et de fabriquer la bande originale, parce qu'on lui a demandé de faire comme une musique de film, qu'elle joue en live, et elle joue aussi pour la première fois de sa vie des mots. Donc voilà, c'est assez super. Et puis voilà, c'est une espèce d'arène lumineuse, comme ça on l'a pensé comme comme quelque chose qui rappelle ces lumières de concert. C'est un univers onirique, dystopique. Voilà, mais en fait, on avait lu dans un magazine de philo, pardon, c'est pas pour faire le... mais en même temps, c'est vrai, que peut-être la meilleure façon de pouvoir adapter Orwell aujourd'hui serait de le trahir. Et du coup, on a quand même plutôt décidé de donner une fin heureuse à son histoire et de partir sur une fuite vers la joie et la lumière plus que le constat vraiment amer et difficile qu'il dépeint dans son livre. Donc je vous invite à venir nous écouter et danser avec nous. Ça finit par un concert, donc soyons ensemble. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci. À découvrir donc le 18 janvier. Premier spectacle, on va aller rencontrer les univers du sport. Midi nous le dira. Là aussi, on a une petite vidéo, une petite capsule vidéo de Joséphine Jaffin, l'auteur du texte, et de Clément Carabédian, le metteur en scène. Bonjour. Bonjour. Alors on est très heureux de venir au théâtre d'Auxerre avec notre spectacle Midi nous le dira. Midi, c'est l'histoire de Najda. Elle a 17 ans, elle est footballeuse et dans 1 heure, à midi, elle saura si elle est sélectionnée ou pas en équipe de France espoir de foot. Et pour attendre, elle a l'idée d'enregistrer une vidéo qui est destinée à la femme qu'elle sera dans 10 ans. Et à cette femme qu'elle sera dans 10 ans, elle raconte son histoire. Elle raconte son parcours, les obstacles qu'elle a rencontrés, les générations de femmes qui l'ont inspirée. Et elle raconte surtout son espoir pour l'avenir. Le spectacle, il repart en tournée pour la 5e saison. Et là, c'est vrai qu'on est particulièrement heureux dans ce contexte parce que là, cet été, c'était le mondial de foot féminin. L'été prochain, ce sera les JO. Donc, il y a vraiment le sport féminin en ce moment est mis à l'honneur. Et Midi nous le dira, ça raconte vraiment ça. Une fille qui s'émancipe grâce au sport. C'est-à-dire que le spectacle n'est pas du tout réservé aux seuls fans de foot. Le foot, c'est plutôt un prétexte dans la pièce pour parler de thématiques beaucoup plus larges qui concernent tout le monde, toutes les générations. La liberté, l'égalité filles-garçons, la vocation, nos rêves d'enfants ou encore la transmission entre les générations. Alors on a voulu faire une mise en scène qui soit extrêmement ludique, extrêmement dynamique. Voilà, ça dure 1 heure, c'est un solo d'actrice, c'est une vraie performance de comédienne puisqu'elle fait tous les personnages. Et elle est accompagnée également d'une musicienne. C'est ça, qui a composé toute la BO du spectacle et qui enrobe le spectacle dans une atmosphère à la fois planante, onirique et aussi très, très percussive. Donc voilà, on sera très, très heureux de vous retrouver le 25 janvier au Théâtre d'Auxerre pour la présentation de Midi nous le dira. Pardon, à bientôt. À bientôt. Voilà, autre spectacle dont je suis plutôt très content de l'accueillir dans la programmation, c'est Coupure. C'est un des gros succès de la saison parisienne de la saison passée. Il est encore à l'affiche à Paris cette saison. Là aussi, on a une petite vidéo de Samuel Verlenzi, le metteur en scène. Bonjour les Auxerrois, bonjour les Auxerroises. Je suis Samuel Verlenzi, je suis co-auteur et metteur en scène de la pièce Coupure qui viendra chez vous le 31 janvier. C'est une pièce qui parle de l'état de notre presque démocratie et de la façon dont on participe, ou peut-être plutôt dont on ne participe pas au débat démocratique. L'histoire, c'est celle de Frédéric, un maire écologiste qui a accepté le déploiement d'antennes de dernière génération dans sa commune et personne n'y comprend rien. Et donc vous, les citoyennes et les citoyens, vous allez lui donner rendez-vous pour qu'il s'explique. Et on va revenir sur toute son histoire et comprendre un petit peu les mécanismes de notre démocratie à l'échelle d'une commune, mais aussi à l'échelle de notre pays. C'est assez drôle, c'est assez grinçant. On est 5 comédiens, une violoniste
au plateau pour un spectacle qui, on l'espère, vous plaira et vous le verrez, est assez enlevé en mise en scène. En tout cas, on a hâte de vous le présenter avec toute la compagnie, La Poursuite du Bleu. À très bientôt à Auxerre et merci pour votre accueil. Voilà, une mise en scène qui est très proche de l'univers d'Alexis Michalik, pour ceux qui apprécient. Alors, là, à nouveau, rien à voir. Maintenant, nous allons accueillir Brigitte Jacques-Wageman. Bonsoir Brigitte, et merci d'être venue jusqu'à Auxerre. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir. Alors, je suis tout intimidé, là. Voilà. Non, Je ne peux rien vous cacher. Brigitte était directrice d'un théâtre à Aubervilliers quand j'étais vraiment tout jeune et que je débutais dans les métiers du spectacle. Et j'ai beaucoup suivi vos programmations à l'époque. Ah, super. Voilà, on en reparlera oui, au dîner tout à l'heure. Vous Vous venez nous proposer La Mouette, le texte de Tchekhov. C'est un texte qui vous a suivi une bonne partie de votre carrière. Oui, oui, oui. Alors pourquoi revenir à La Mouette en 2023 ? Mais je l'ai joué quand j'étais toute jeune avec Antoine Vitesse, qui était mon maître. Et ça avait été il y avait quelque chose d'inaccompli dans la mise en scène d'Antoine. C'est une première mise en scène qu'il a faite. Il en a fait une seconde après qui était plus forte. Mais moi, j'avais eu beaucoup de mal. Je jouais le rôle de Nina, le rôle principal. Et je n'arrivais jamais à jouer aussi, bien, complètement, la totalité de la pièce. C'est-à-dire, je jouais très bien souvent le début, les 3 premiers actes, et le dernier acte qui se joue 2 ans plus tard, je n'y arrivais pas, ou j'arrivais à faire le deuxième acte et pas très bien les trois premiers. C'était très intéressant. Mais donc j'étais restée comme ça sur un désir de monter. Par ailleurs, c'est une des pièces les plus belles que je connaisse. Je connais un peu le russe aussi. Ça me touche beaucoup, et je pense aussi que c'est un des plus grands, sinon le plus grand, avec Shakespeare, je ne sais pas, auteur de théâtre. Il n'y a pas une réplique dans cette pièce qui ne soit bouleversante, qui ne touche plus profondément comme ça, au plus profond de notre cœur, comme ça. C'est extraordinaire. La pièce commence déjà, elle met le public dans un niveau, si je puis dire, de pensée existentielle qui est incroyable, parce que la première parole, c'est un jeune homme qui est amoureux d'une jeune femme et qui lui dit, et elle, on va découvrir qu'elle ne l'aime pas, et il lui dit « Pourquoi êtes-vous toujours en noir ?» Et elle lui répond « Je suis en deuil de ma vie. » Alors là, on se dit oh, c'est incroyable. On commence tout de suite, mais un très très haut, comme ça. Et ça n'arrête pas. Toute la pièce, comme ça, est magnifique. Par ailleurs, c'est une très grande pièce sur le théâtre. Sur l'art. Et évidemment, l'art et l'amour sont noués de façon inextricable dans cette pièce. Mais il y a une sorte d'exigence à l'intérieur de cette pièce extraordinaire qui est comment devenir un artiste ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Quel est le sens de la vie ? Alors tout le monde, ou presque, à part un des personnages, mais tous se demandent, se posent des questions sur peut-être est-ce que l'art peut les sauver d'une certaine manière, est-ce que la question du sens de la vie est essentielle. Donc on est à la fois, c'est plein d'esprit en même temps. Il y a des moments ridicules des personnages, et en même temps on a constamment les larmes aux yeux, parce qu'on se découvre soi-même. On se dit qu'il n'y a pas une réplique, parfois je me disais ça, que je n'aurais pas dite un jour dans ma vie, qui est dans cette pièce. C'est inouï.
Et donc, voilà, c'était une bonne raison de la monter. Et comme le théâtre, il m'a semblé que c'était assez complexe de réfléchir au décor, à l'espace, puisque ça se passe, c'est une famille, pour ceux qui ne connaissent pas cette pièce, c'est une famille qui est réunie dans leur maison de campagne, comme ça, et qui l'un d'eux, le fils Treplev, qui est un merveilleux personnage, a bâti un petit théâtre de bois, un petit théâtre qui va se défaire peu à peu dans notre mise en scène jusqu'à la fin, et tout ça devant un ciel immense, un ciel qui est magnifique. Voilà, qui va, comment dire, dont les couleurs vont bouger sans arrêt et s'accorder aussi à l'humeur des personnages. Voilà, donc c'est une pièce magnifique. Et je suis ravie que vous ayez eu la gentillesse de nous accueillir. Juste un petit mot sur vous êtes sur une traduction. Oui, Gérard Bachmann. Voilà, oui. Une nouvelle traduction, absolument. Donc, je pense que quand vous viendrez voir le spectacle, vous pourrez éventuellement l'acheter. Parce qu'on a été très très près. J'ai travaillé beaucoup avec lui parce que je la connais presque en russe, si vous voulez, aussi, cette pièce. Et en même temps, lui est un écrivain merveilleux. Et donc, on a été au plus simple là-dedans. Et c'était intéressant parce que dans les critiques, qui d'habitude en général ne disent pas un mot sur les traducteurs, ils ont tous parlé. Ils l'ont entendu véritablement le texte. Absolument. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est qu'on entend le texte et les mots sont, comme vous le dites, si importants dans ce texte. On les entend tous. Oui, absolument. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. On va rester dans les textes classiques avec Wendy et Peter Pan, qui est mis en scène par Jean-Christophe Imbert avec une grosse partie de l'équipe, enfin une grande partie de l'équipe de Kaamelott, la série télé. Beaucoup des visages que vous allez voir qu'on verra dans ce spectacle sont des visages de télévision connus. Et puis il y a notamment Judith Henry qui fait partie de la distribution. Judith Henry, 2 films qui ont été marquants dans sa carrière, La Discrète évidemment en 1990, et puis c'est elle qui interprétait aussi le rôle de la fille de Gérard Depardieu dans le Germinal. Voilà, Jean-Christophe Imbert nous a fait une petite capsule vidéo pour nous donner plus de détails sur ce spectacle qui s'est aussi créé dans l'année. Wendy et Peter Pan, c'est l'adaptation théâtrale du roman de James Matthew Barrie qui est sorti en 1904. En plongeant dedans, je me suis rendu compte que cette œuvre était beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe que le souvenir que j'avais par rapport au dessin animé de Walt Disney. Ce qui m'a vraiment intéressé, c'est que l'héroïne, la véritable héroïne de l'histoire, c'est Wendy. C'est elle qui, après un traumatisme familial, fait presque apparaître Peter Pan pour s'enfuir avec lui au Neverland. Le Neverland qu'on peut traduire par le pays du grand nulle part. Et là, comme dans Alice au pays des merveilles, elle va y vivre des aventures merveilleuses, mais en même temps aussi cauchemardesques. Dans cette œuvre, il y a beaucoup de thèmes très, très puissants. Ça aborde le thème de l'enfance, mais jamais de manière enfantine. Ça parle évidemment de la tragédie du temps et des règles du jeu, de la vie que l'on accepte, qu'on n'accepte pas. La forme du roman et donc de la pièce, c'est un grand jeu de rôle dans lequel, qui est peuplé de personnages truculents et en même temps d'enjeux vertigineux. Et je suis vraiment très content de venir au Théâtre d'Auxerre les 7 et 8 mars 2024 pour présenter Wendy et Peter Pan. Ouais. Vous pouvez, parce que c'est pas un exercice facile. Deuxième spectacle autour de l'univers du sport, Libre Arbitre. Alors, Léa Girardet, la metteuse en scène, devait être avec nous ce soir, mais elle est coincée en Grèce suite aux inondations, aux grosses inondations. Donc, voilà. Elle s'excuse platement, mais elle est toute excusée, bien évidemment. Libre Arbitre, c'est l'histoire de Caster Semenya,
qui était une vainqueur aux 800 mètres des championnats du monde d'athlétisme en 2009. On va regarder quelques images. Présentation de ce 800 mètres avec Marilyn Okoro, couloir numéro 1, 4e à Paris, 3e des championnats britanniques. Couloir numéro 4, Caster Semenya. Ça va être difficile pour elle, hein. Caster Semenya, Afrique du Sud. Elle ne le sait pas encore, mais dans 1 minute 55 secondes et 45 centièmes, elle sera accusée d'être un homme. Le département sciences et santé de la fédération m'a chargé de vous examiner dans le cadre du protocole de vérification de genre. C'est fou, hein. Je prends du recul, je floute mes yeux, je vois un homme. C'est Caster Semenya notre problème. Elle va arrêter son traitement et de nouveau fausser toute la compétition. Caster Semenya vient de signer avec Nike. Elle va revenir, moi je te le dis. Et tout ça va nous péter à la gueule. Si on reste réglo, on n'y arrivera pas. Alors il ne faut pas être réglo. Il pensait pouvoir arrêter l'une des femmes les plus rapides du monde. Et oui, messieurs. Retour à la case départ, on change les règles, c'est moi qu'arbitre. Spectacle qui est toujours d'actualité, puisque au mois d'août dernier, un jugement en faveur de Semenya lui a donné raison, et que donc désormais elle pourra courir 10 ans après avec les femmes. Je vais accueillir Claire Chastel et Camille Joviado, et pendant qu'elles arrivent, on va regarder une petite vidéo. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Et je lui dis, moi ce que j'aimerais bien savoir, c'est si on va se remettre ensemble avec cette personne avec qui j'étais. Là, elle sort un jeu de cartes. Elle me demande d'en tirer 3. J'en tire une deuxième. J'hésite et puis une troisième. Elle retourne la première et elle me dit qu'il faut être 2 pour se remettre ensemble et que manifestement, cette personne n'en a pas envie. Puis la deuxième en me disant que ni avec cette personne ni avec d'autres, je ne vivrai d'histoire d'amour pendant au moins 6 ans. Et enfin la dernière, elle me dit que finalement peut-être tout ça, l'amour, la vie à 2 ou à plusieurs, ce n'est peut-être pas fait pour moi. Probablement je finirai seule. Je me rappelle plus du reste. Les voyantes, elles lisent jamais toutes seules, vous avez remarqué, la plupart du temps, il y a un support. Notre corps vibre avec le pendule. Et là, par exemple, le corps vibre, je vais essayer de prendre votre énergie, par exemple. Ne vous inquiétez pas. Attendez, ça marche très très bien. Claire Chastel, Camille Joviado. Bonsoir. Ah, c'est très fort. Eh bien, juste Les Clairvoyantes, c'est un spectacle qu'on a donc écrit toutes les deux et qui raconte l'itinéraire d'une personne qui a été confrontée à la voyance, qui a été un peu traumatisée et qui, après, a une sorte de quête, une quête pour s'émanciper de ce conditionnement. Voilà. Est-ce qu'elle va réussir à être libre ou pas? Voilà. Alors moi, j'aimerais juste faire quelques points ce soir à propos de ce spectacle. Dans un premier temps, c'est un spectacle immersif. Ça veut dire que le public est amené à participer, à faire lui-même l'expérience de la voyance et donc à en subir les effets, mais aussi les conséquences. À se mettre un peu dans cet état de malaise que cette expérience provoque. Voilà. Oui. Alors ça peut faire peur, mais en fait vous ne risquez vraiment rien. Oui.
Oui, d'abord c'est ludique, et ensuite là c'est le deuxième point que j'aimerais faire, c'est que en fait on vous invite pas à venir faire une séance de voyance. Non, non, en fait c'est un spectacle de théâtre et de magie. Voilà. Oui, on précise ça parce qu'en fait à chaque fois il y a toujours des gens qui viennent nous voir après le spectacle qui nous demandent une séance privée. Et donc c'est mieux de prévenir à l'avance. Donc non, nous ne sommes pas voyantes, ni l'une ni l'autre. Voilà. Alors, il y a des gens voyants, hein, il y a un pourcentage. 2% de la population aurait, c'est du conditionnel, hein, aurait des dons de préscience. Ouais. Voilà. Ou de médiumnité. Enfin, on dit 2%. 2%, ça veut dire qu'il y en a quand même pas mal parmi vous. Voilà. Et il y en a un, voilà, qu'on va outer ce soir, c'est Pierre. Pierre est voyante. En fait, c'est Bon, alors vous dévoilez des choses là oui. que quand je préférais que ça reste. Je contextualise juste un tout petit peu. C'est que quand on a créé ce spectacle, on a fait toute une enquête auprès de gens qui avaient des dons et qui auraient le don de lire. Et il s'avère que une des premières personnes qu'on est venu voir, c'est vraiment Pierre. Ça, pour le coup, c'est vrai. C'est pas du tout une fiction. Et oui, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Ouais. Oui. Voilà. Et en fait, on a envie de te lancer un petit défi. On aimerait bien. Si tu veux bien. Tu vois, c'est pas facile. Les conditions sont pas forcément. Non, et puis c'est sûr que c'est un peu intimidant, mais on avait un peu envie de. Ce serait un défi avec un jeu de cartes, un truc simple. Tu vois. On va essayer. Je vais te demander, Pierre, de te connecter avec ce jeu de cartes. Je vais lâcher le micro. Vous m'entendez? Tu vas te connecter à ce jeu de cartes. Vas-y. C'est bon? C'est bon. Ok. Alors, je vais te donner de quoi faire une prédiction. Donc, tu as un petit papier que tu vas déplier. Tu vas faire une prédiction dedans. Je te laisse voir ce que tu prédis. Tu peux t'installer. Je vais me. Je vais vous faire passer les cartes à certains d'entre vous. À certaines personnes. Alors, c'est un peu mal. Tu vas commencer. Donc, je vous montre un peu juste le truc. Vous ouvrez le jeu de cartes. Les personnes qui n'auront entre les mains, vous ouvrez le jeu de cartes à un endroit. Il faut vraiment que vous vous connectiez avec Terre. Hein. Donc, juste un endroit. Hein, vous voyez la carte sur laquelle vous tombez. Et ensuite, on continue. Ok? Je regarde une seule carte et. Il y a juste toi qui vas. En fait, je vois pas les personnes, alors c'est pas facile. Fais-toi confiance sur ton papier. Non, mais n'empêche que, tu vois, pas cool quoi. Ok, mémorisez bien vos cartes. Hein. Faites passer encore plus loin, au bout de la ligne, au bout de la ligne. Vous allez chercher. Qui a le jeu de cartes? Le jeu de cartes. Parfait. Regardez pas toutes les cartes. Non, faites passer juste les gens à qui. Sinon, il n'y en a pas trop. Voilà. Donc, voilà, vous, madame, vous allez regarder. Allez-y. Ah, c'est marrant, j'étais sûr que c'est toi qui allais l'avoir. C'est bon? Voilà. Je peux faire ce jeu. J'en ai vu combien de cartes? Ça va, Camille? J'en fais plus? 5. 5, ouais, je suis parti sur 5, moi, tu vois. Enfin, alors, est-ce que Fabrice, tu peux mettre un peu plus de lumière en salle, s'il te plaît? Parce que c'est pas facile autrement de ressentir les énergies. Ouais. Alors j'ai ressenti un 4 de cœur, j'ai senti un 8 de carreau, j'ai senti un 7 de pique,
un œuf de trèfle et une dame de pique. Si Pierre a nommé votre carte, simplement vous vous asseyez. Ah, c'est presque réussi, Pierre. Ouais, c'est pas facile, hein. Ok. Non, mais ne dites pas. On va lui donner un petit défi en plus. Est-ce que tu penses que... Essaie de te concentrer, peut-être une lecture directe. Attends, je vais lui poser des questions. Ouais. Et toi, tu vas pouvoir recevoir des trucs qui n'ont rien à voir. Alors, ça aide parce qu'on se connaît un petit peu, tu vois. Ah oui. Ça. Mais pour les autres, comme ça, les autres voyants de la salle. Patrick, donc il y a un A. Ouais. Ok. Patrick, quel est votre signe astrologique? Cancer, tu savais? Non. Voilà. Non. Cancer. Et est-ce que vous êtes parti en vacances? Non? Pierre, est-ce que ça te donne une idée de quelle est la carte de Patrick? Je verrais bien un roi de cœur. Est-ce que c'est ça? Bravo. Bravo, Pierre. Fastoche. Tenez, on continue dans le sujet. La semaine du cerveau, qui aura lieu donc la semaine du 28 mars. Nous accueillerons la Symphonie du Nouveau Monde par l'orchestre de Dijon-Bourgogne. Alors, on entendra évidemment l'œuvre de Vrac, et puis que les mélomanes se rassurent, on l'entendra dans de très très bonnes conditions. Mais l'orchestre de Dijon-Bourgogne s'est associé cette année avec le chercheur en neurosciences Emmanuel Bigan, qui s'intéresse à étudier ce qui se passe dans le cerveau des musiciens quand ils sont en train de jouer de la musique. Et donc, nous aurons l'occasion d'assister à une partie des scientifiques de ce qui se passe dans les musiciens de l'orchestre pendant le concert. Voilà, une façon amusante de découvrir ou de redécouvrir le plaisir d'écouter la musique dite classique ou savante dans une salle de spectacle. Donc le 28 mars. Et puis, je vais demander à Marine Collard de nous rejoindre pour une soirée... Alors Marine Collard, d'abord, je dois vous dire qu'elle est notre deuxième artiste résidente pour la partie chorégraphique, cette fois-ci, pour les 3 prochaines saisons. Bonsoir Marine. Et on va commencer cette collaboration avec un nouveau spectacle qui s'appelle Aïe 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 aïe. 16 fois, c'est pas vrai. Oui, mais avant ça, aïe 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 aïe. Le tout, le titre. Oui, c'est ça. Il faut le dire 16 fois, mais je vais pas j'y arrive pas en fait. D'ailleurs, tu sais que c'est pas ce titre-là que je voulais au départ. Hein. Tu te souviens de la discussion Bon, bref. Soirée composée, cette soirée qui sera autour du sport. Et la première partie de cette soirée sera un spectacle qui s'appelle Mouton Noir, qui est proposé par Paul Molina. Alors, Paul Molina, il est champion d'Europe de freestyle. Et le freestyle, ben voilà, il va nous en montrer quelques images. Bonjour Auxerre, j'espère que tout le monde va bien. Je m'appelle Paul Molina et je suis freestyler. Le freestyle, ça ressemble à ça. J'aurai le plaisir de venir en avril au Théâtre d'Auxerre. Un grand merci à Pierre de m'accueillir. Je vous souhaite une bonne soirée et j'espère vous y voir nombreux. Voilà, il est jeune, il est beau, il est agaçant. Il sera accompagné de Vilmer Marquez, qui est un artiste circassien reconnu. Et donc, en deuxième partie, donc, nous aurons 16 fois aïe, c'est pas vrai. Oui, on aura aïe 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 aïe, c'est pas vrai. Parce que c'est une conférence théâtrale sur la musicalité du commentaire sportif, donc c'est très intéressant de mettre tous les aïe pour démontrer notre savoir. On a analysé des commentaires sportifs, et donc il y aura des sons, il y aura de la musique, il y aura de la danse aussi. C'est un duo avec le musicien
Sylvain Olivier, que vous avez peut-être pu voir dans Notre Faille, et qui a aussi composé la musique de la création du tir sacré. Et puis voilà, on a analysé des commentaires sportifs, c'est assez incroyable parce qu'en fait on se rend compte que en fonction de l'époque, en fonction du sport, en fonction du pays aussi, ça varie. Voilà, on a retrouvé des audios de Edmond de Horter en 1929, qui est le pionnier du commentaire sportif. Voilà, qui donne des termes qui sont complètement... On voit une vraie évolution vocale en un siècle, donc ça, on pourra en parler. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a des pays aussi, un commentaire en Angleterre, alors qu'un commentaire voilà, au Brésil. Ils vont avoir des tons complètement différents. Il y a aussi des rythmes qui sont complètement différents entre un commentaire de billard, qui va être un peu plus... voilà, tranquille, et puis un 100 mètres, voilà, de Marie-Josée Pérec, voilà. C'est une conférence pour les oreilles. Je pense que vous découvrirez beaucoup de choses que vous ne connaissez pas sur le commentaire sportif. Vraiment. On va essayer de vous faire partager tout ça. Et évidemment avec humour. Alors ça, oui. J'allais dire non, mais oui. Oui, il y aurait des quiz. Et puis d'autres trucs que je ne vais pas vous dire maintenant, mais normalement, il y a un petit peu d'humour, je crois. Merci Marie. Merci Pierre. Et puis nous finirons la saison dans les villages avec À propos de foot, spectacle qui va nous parler du coup de boule de Zidane et de la main de Dieu de Maradona. Alors ça a l'air comme ça un peu technique, mais je vous assure que moi qui n'y connais pas grand-chose en football, j'ai compris ce que les artistes ont voulu nous dire. On a une petite capsule vidéo. Nous serons à partir de début mai à Saint-Bré-le-Vineux, à Périgny, à Villefargeau, à Bligny-le-Carreau, à Vincelles. Et c'est un spectacle qui est proposé gratuitement. Bonjour, je m'appelle Étienne Duro, je suis le metteur en scène du spectacle À propos de foot et je suis passionné de foot. Il se trouve que j'ai grandi dans une petite commune qui avait un club de foot professionnel, le FC Guignon, que j'ai même pu assister à des matchs FC Guignon à Auxerre en D1. C'était il y a quelques années maintenant. Quoi qu'il en soit, le foot a toujours eu une place importante et continue d'avoir une place importante dans ma vie. Alors, je ne suis pas joueur de foot professionnel, mais en tant que comédien, je joue très régulièrement. Et donc, j'ai eu envie, comme ça, de questionner les liens qui pouvaient exister entre le foot et le théâtre. Pour ça, je me suis replongé dans la transformation sociologique des tribunes. Je me suis appuyé sur un texte qui revient sur deux faits marquants de l'histoire du foot. Deux moments que tout le monde connaît, qu'on soit passionné ou non. Je ne vais pas les spoiler maintenant, mais j'avais envie comme ça de questionner ce besoin qu'on peut avoir de se réunir et d'assister à un spectacle qui se déroule sous nos yeux. Justement, qu'est-ce qui se joue à ce moment-là ? Voilà, pour ça, je me suis entouré de la comédienne Julie Roux, qui est seule au plateau, accompagnée par le guitariste Yann Pompidou. Voilà, on est très heureux de revenir à Auxerre. On était venu il y a quelques années avec Gros câlin de Romain Gary et on en garde un excellent souvenir. Donc on est impatient de vous retrouver au mois de mai. D'ici là, je vous souhaite au nom de toute l'équipe de très beaux spectacles. À bientôt. Ce à propos de foot sera aussi proposé dans 7 collèges du département dans le cadre de Lyon 24. Voilà, on a fait le tour de cette programmation pour la saison prochaine. Évidemment, en plus de ça, il y a des spectacles pour les plus jeunes et pour les familles. On n'en parle pas traditionnellement dans cette présentation de saison. Et je vous invite à nous rejoindre, moi et les artistes, dans le foyer bar du théâtre pour boire le verre de l'amitié. Et si quelqu'un a l'heure, ça m'intéresse.
39. Ah, eh ben je suis pas mal. À tout de suite, bonne soirée.